Nous sommes dans le remarquable théâtre de cette cité antique. Il a été enterré il y a près de 2000 ans par le cataclysme que fut l'éruption du Vésuve. Nous avons obtenu des autorisations nous donnant droit à filmer des lieux jamais vus à la télévision. Nous allons vous montrer étape par étape ce qui a pu se passer jusqu'à la fin de ce drame. La destruction de Pompéi n'a pas été instantanée. Elle a duré 24 heures épouvantables. C'est la terrible ironie de Pompéi. La façon dont elle a été dévastée a permis qu'elle soit conservée jusqu'à nous. Dans les épisodes précédents, nous avons vu comment les habitants sont passés de leur vie de tous les jours au premier signe d'un désastre imminent. Aujourd'hui, nous vous faisons revivre ces derniers instants qui ont conduit à la ruine de Pompéi. J'irai explorer des recoins secrets pour découvrir des indices sur la fin de ses habitants. On pense qu'ils utilisaient ces outils pour creuser ce trou dans le mur afin de tenter de s'échapper. Je vais découvrir quelles horreurs la population a dû affronter dans ces derniers instants. 100 000 tonnes de magma sont émises chaque seconde. 100 000 tonnes? Et je vais suivre les traces d'un témoin oculaire de la catastrophe. Pline a pu voir un énorme panache de fumée monter dans le ciel, faisant pleuvoir ces débris avec des éclairs déchirant le ciel. Suivez avec nous les 24 dernières heures de Pompéi. « 24 octobre 79 de notre ère. Depuis 2 jours, après un sommeil de 700 ans, le Vésuve se réveille. Des séismes ont secoué les environs de Pompéi. Ils ont coupé l'adduction d'eau et provoqué un exode. Voici le Vésuve. Des milliers de gens sont restés, car les habitants ne voient pas qu'une éruption est imminente. Vous pensez qu'ils ont continué de vivre en pensant que c'était un séisme ordinaire? Oui, oui, bien sûr. Vers 9 h du matin, tout change. La pression au cœur du Vésuve atteint un niveau critique. Une énorme colonne de vapeur jaillit du volcan. La première éruption a dû être effrayante, mais elle n'était pas dangereuse. Une chose intéressante est ce que nous dit l'auteur romain Cassius Dio. Selon lui, la plupart des Pompéiens étaient assis ici. On peut se demander pourquoi. On ne pense pas qu'ils soient venus pour voir une pièce de théâtre. Ils devaient plutôt discuter de ce qui se passait, tous ces phénomènes naturels de la matinée. Une sorte de réunion d'urgence. Jusque-là, les Pompéiens ne craignaient pas le Vésuve. Ils ne savaient pas que cette montagne boisée était un volcan actif à 8 km de la ville. À l'époque, il devait ressembler à ça, avec 200 mètres d'altitude en plus. Mais vers midi, l'éruption principale commence. La montagne explose avec plus de puissance qu'une bombe atomique. Elle envoie une colonne de débris dans le ciel. L'onde de choc arrive même à emporter des toits de Pompéi. On nous a dit que les gens étaient ici ce matin-là. C'est l'endroit naturel pour se retrouver, surtout quand quelque chose se passe. On imagine bien que quand le souffle se déchaîne, il y a un mouvement de panique. On veut forcément partir. Je supporte à peine d'imaginer la panique qui a dû s'installer et la bousculade quand tout le monde a voulu partir. C'est horrible, affreux. Pour les gens de Pompéi,
c'est le début de 18 heures terribles. Raksha est allé voir sur le Vésuve ce que le volcan a pu déverser sur les malheureux habitants de la ville. Bonjour Giuseppe, ravi de te revoir. Je retrouve le volcanologue Giuseppe Mastolorenzo. Vers midi, c'est la première phase de l'éruption. En peu de temps, une énorme colonne de cendres et de particules s'élève dans l'atmosphère à une hauteur de 33 ou 34 km. 33 km? C'est vraiment énorme. Oui, 3 fois plus haut que la hauteur de vol d'un avion. Pendant cette phase de l'éruption, près de 100 000 tonnes de magma sont émises chaque seconde. 100 000 tonnes de magma? Il faut se représenter à peu près l'équivalent de 10 000 voitures chaque seconde. Les proportions de cette éruption nous dépassent. Des centaines de milliers de tonnes de roches en fusion sont envoyées à des kilomètres de hauteur. En retombant sur Terre, la roche refroidit et se solidifie en cendres et en morceaux de pierre ponce. De la pierre ponce, vous voyez? Donc il pleut tout bonnement des pierres ponces sur les habitants de Pompéi. Oui, c'était terrible. Pensez aussi que dans le ciel, on pouvait voir cette colonne noire qui obscurcissait le jour. En très peu de temps, tout était dans le noir complet. Les pierres ponces sont tombées sur 10 km à la ronde. On ne peut qu'imaginer la terreur et l'horreur. Non seulement le magma était projeté, mais il créait des éclairs. On pouvait penser que les dieux se livraient à une immense bataille dans le ciel. C'est terrible de penser que ce volcan a détruit une ville à 10 km de là, Pompéi. À suivre, j'ai découvert comment les premières victimes ont péri. Tant de cendres leur tombaient dessus qu'ils pensaient que les bateaux couleraient. Dans le coin de cette pièce, on a trouvé 2 squelettes. Ils étaient proches l'un de l'autre dans un lit en bois. Ils serraient une cassette avec des pièces de monnaie. Les gens de Pompéi subissaient des phénomènes naturels depuis plusieurs jours. Mais l'éruption du Vésuve semble avoir été une surprise totale. Il y a de nombreux indices dans la ville montrant que certaines personnes menaient leur vie normale quand le désastre a frappé. Voici un pâté de maisons typique de Pompéi. On y trouve des immeubles et des maisons de toute taille et de tout statut, avec des boutiques en bas. Voici une grande demeure avec son entrée impressionnante. Cette maison-ci couvre les 3/4 du pâté de maison. C'est l'une des plus grandes et des plus luxueuses maisons de Pompéi, couvrant plus de 4000 mètres carrés. Elle possède le style romain classique autour d'un jardin central. On pense qu'elle appartenait à Quintus Poppaeus, un puissant homme politique dont on a trouvé le sceau familial dans une pièce. Il est possible que Quintus Poppaeus soit lié à l'impératrice Poppée, la célèbre et ambitieuse deuxième épouse de l'empereur Néron. Nous savons que Poppée venait de Pompéi. C'est peut-être sa maison de famille. Les archéologues ont découvert que la maison était en pleine rénovation. Quintus et sa famille étaient peut-être partis. Mais les ouvriers n'ont pas eu cette chance. Le matin de l'éruption, cette maison bourdonnait d'activité. Des réparations étaient en cours, peut-être suite au séisme qui avait secoué la ville depuis des semaines. 10 corps ont été trouvés dans le couloir, mais ils étaient sur 2 mètres de débris. Ils devaient être dans une pièce du haut et le plancher a dû s'effondrer. Leurs os sont conservés ici. Dans cette pièce, également prise au piège,
3 autres personnes, un homme, une femme et un enfant avec une pique et une pioche. On pense qu'ils utilisaient ces outils pour creuser un trou dans le mur en tentant désespérément de s'échapper. Il est 1h de l'après-midi. Les pierres ponces et la cendre s'accumulent dans les rues et les jardins de Pompéi. Depuis l'éruption, 1 heure plus tôt, il y a déjà 15 cm. Nous avons un timing précis pour l'éruption grâce à un témoin oculaire dont le rapport sur ces événements a survécu. Il habitait à 30 km de Pompéi, de l'autre côté de la baie de Naples. John Sergeant s'y est rendu. Je suis allé au port de Misenum. C'était une base navale romaine importante il y a 2000 ans. C'est à l'opposé de Pompéi dans la baie de Naples. Au 1er siècle, Baia était une station balnéaire recherchée, où les célébrités allaient souvent. Jules César, Caligula, Néron, Auguste, ils sont tous venus. Au moment de l'éruption, le commandant de la base n'était autre que le célèbre auteur et scientifique Pline l'Ancien. Comment le sait-on? Par chance, le neveu de Pline l'Ancien, Pline le Jeune, était avec lui à ce moment-là. Il a écrit 2 lettres à l'historien Tacite, en lui donnant des détails fantastiques sur les événements. Vers 1h de l'après-midi, ma mère a voulu que mon oncle observe un nuage d'une taille et d'une forme inhabituelle. C'est intéressant parce que Pline le Jeune décrit le nuage de cendres sortant du Vésuve à ce moment-là comme un pin parasol montant à une grande hauteur, comme une sorte de tronc qui se sépare ensuite en branches. Les pins parasols poussent encore près de Pompéi. La comparaison de Pline le Jeune semble appropriée. Voyant ce signe, le scientifique Pline l'Ancien décide de traverser la baie pour enquêter. En quittant sa villa, il ne se rend pas compte que le nuage de cendres est causé par l'éruption du Vésuve. Il est parti enquêter. Son neveu écrit « Le phénomène semblait, pour un homme de savoir et de science comme mon oncle, extraordinaire et digne d'intérêt. » Mais Pline l'Ancien a compris que des gens étaient en danger. Il ordonne à sa flotte de galères romaines de l'accompagner. Je vais retracer leur chemin, mais avec une option un peu plus rapide. Bonjour. Bonjour. Pline l'Ancien a donc organisé une mission de secours 30 km plus loin, dans la ville martyre de Pompéi. Plus tard, je montrerai comment Pline lui-même a été pris dans la catastrophe. Pendant que Pline l'Ancien voguait vers Pompéi, on suppose que des milliers de gens s'échappaient dans les rues sombres couvertes de cendres. Malgré le chaos, tout le monde ne fuit pas. À côté de la maison de Quintus Pompeius que nous avons vue, des indices montrent que des gens choisissent de s'abriter, espérant survivre au désastre. La maison est interdite au public, mais j'ai obtenu une autorisation. On ne sait pas de façon certaine le nom de ses voisins. Mais comme ils ont reçu livraison de grosses jarres de vin estampillées Velusius Faustus, c'est peut-être la maison de Faustus. Nous savons ce qu'ils faisaient, car dans l'atrium, il y a de nombreux outils appartenant à un ébéniste. Et nous savons qu'ils étaient là le matin de l'éruption. Les preuves sont extraordinaires. La porte était fermée de l'intérieur.
la clé toujours dessus. Dans la cuisine, des éléments montrent que de la nourriture venait d'être préparée. Mais c'est dans la pièce à l'arrière de la maison que les archéologues ont découvert la preuve que les occupants ont choisi de ne pas fuir. Dans un coin de la pièce, deux squelettes reposaient encore récemment. Ils étaient proches, dans un lit en bois récemment peint en rouge, et ils conservaient une cassette avec des pièces de monnaie. Seraient-ce les restes de l'ébéniste et de sa femme? C'est très possible. Les os ont été envoyés subir leurs premières analyses scientifiques détaillées. Nous allons recevoir les résultats bientôt. Nous saurons peut-être qui étaient ces gens et ce qu'ils faisaient ce jour-là. Vers 17 h, les pierres-ponces et les cendres s'amoncellent depuis 5 heures. Il devient presque impossible pour les gens de se déplacer. Même si les débris n'étaient pas chauds ou empoisonnés, il y en avait près d'1,20 m dans les rues. Ça devait être une ambiance cauchemardesque. Imagine une rue comme ça, avec des pierres ponces jusqu'à la hauteur de la porte, des bruits horribles, des gens blessés partout. Des feux ont éclaté. C'est comme un phénomène paranormal semant la panique partout. En plus, ils pensaient que c'était une malédiction des dieux, il ne faut pas l'oublier. C'était horrible et terrifiant pour toutes ces raisons. Cet immeuble partiellement déterré est le meilleur endroit de Pompéi pour se faire une idée de ce qu'est une inondation de pierres-ponces. Le public n'y a pas accès, mais nous avons une autorisation. C'est une chance d'être ici. Oui. Cette maison est formidable parce qu'elle montre les différentes phases de l'éruption. Si on regarde à 17 h le jour de l'éruption, on a déjà 5 heures de pluie de ça. Des pierres-ponces blanches. Quand on en prend une, on se rend compte que c'est très léger. Mais nous atteignons la deuxième phase. C'est la plus mortelle. Là, nous avons ces pierres-ponces grises, très denses, qui sont très dures. On imagine bien les dommages causés en heurtant une tête. Oui, c'est très lourd, non? Oui, et c'est pire que ça. Le poids de ces pierres-ponces qui tombent a fait s'effondrer la plupart des toits sur les gens qui s'abritaient dans leur maison. Nous savons qu'1 tiers des victimes sont mortes de cette façon. C'est affreux. Pour voir à quoi ça ressemblait, nous avons une pièce qui a été entièrement dégagée. Voilà à quoi ça ressemblait avant l'éruption. C'est au niveau des rues de Pompéi, ici. Absolument. La pièce a été partiellement dégagée. C'est probablement l'accumulation qu'il y avait à 18 h. Et si les pierres ponces s'empilent à cette vitesse, toutes les portes du dessous sont bloquées. La seule façon de sortir de la maison, c'est de sauter par les fenêtres du premier étage. C'est fascinant, mais c'est horrible à regarder, n'est-ce pas? Pensez au poids de ce qui tombe sur les gens. Que l'on soit dehors ou dedans, on sera atteint. Jusqu'ici, les archéologues ont déterré 394 personnes tuées par les pierres ponces, davantage par les effondrements d'immeubles. Vers 19 h, les pierres ponces et les cendres poussées par le vent recouvrent 15 km autour du Vésuve. Il en tombe même dans la baie de Naples, où notre témoin oculaire, Pline l'Ancien, observe l'horreur depuis son bateau. En approchant du rivage, Pline voit l'étendue du danger. Je cite, « Les cendres tombaient, plus chaudes et plus drues, suivies de bouts de pierres ponces et des débris de roches carbonisés par les flammes. » Vous imaginez à quoi ça ressemblait? Un immense panache de fumée s'élevant dans le ciel, faisant pleuvoir des débris avec des éclairs qui déchirent le ciel.
Le tout bien noir. Soudain, le jour est devenu nuit. Ce doit être la chose la plus terrifiante qu'il puisse imaginer. Les cendres tombent sur les bateaux. Il en tombe tellement qu'ils craignent que les bateaux coulent. Nous avons cette abondance de détails sur ce qui se passait. Ils ont dû penser que c'était la fin du monde. La flotte de secours vogue vers Pompéi, pensant évacuer les victimes par la plage. Soudain, ils sont en eau peu profonde et la rive est bloquée par les débris de la montagne. Incapable d'aborder près de Pompéi, Pline vogue vers Stabiae, un port à 5 km de là où un de ses amis a une villa. On sait que lorsque Pline atteint la côte, il embrasse son ami terrifié. Il le soutient et l'encourage. Pensant pouvoir le calmer en lui montrant son propre détachement, il commande qu'on l'emmène à une salle de bain. Imaginez, le Vésuve est en éruption. Des flammes sortent de la montagne et il décide que c'est le moment de prendre un bain. C'est tellement romain. Mais même à 15 km du volcan, Pline va découvrir qu'il est loin d'être à l'abri. À suivre. Notre compte à rebours atteint la phase finale de l'éruption, la plus terrible. Chacun de ces nuages avait 10 à 100 mètres d'épaisseur et une vitesse de 100 km/h. À 19 h le jour de l'éruption, toutes ces rues sont couvertes de plus d'1 mètre de pierre ponce. On aurait pu marcher dessus, mais franchement, vous n'auriez pas essayé, parce que toute la ville est plongée dans le noir. Des pierres ponces et d'autres bouts de roche tombent encore du ciel. On pense donc que personne n'était dans les rues, mais que les gens cherchaient refuge dans les maisons et les immeubles. Mais nous l'avons vu, les gens ne sont pas à l'abri à l'intérieur. Les débris volcaniques font s'effondrer les toits et s'écrouler les étages. Les effets sont visibles dans la maison du marin, qui est en pleine restauration. Bonjour. Bonjour. L'équipe reconstitue patiemment les mosaïques. Les dégâts ont été causés par la maçonnerie et les poutres s'écrasant pendant l'éruption. Il y a autre chose ici. Je ne sais pas si vous voyez ces trous carrés. À l'origine, on y trouvait des poutres soutenant le toit. Mais ce soir-là, alors que de plus en plus de pierres volcaniques s'écrasaient sur les quelques toits restants, les pierres ponces se sont accumulées dans les étages. Le poids est devenu trop important. Les poutres se sont courbées, ont craqué, et tout s'est effondré, détruisant la mosaïque au sol. Malgré cela, nous savons que des centaines de personnes ont survécu, enfoncées dans le coin de certaines pièces, sous des escaliers ou dans des caves. Elles espéraient que la catastrophe s'arrêterait. Les Pompéiens se tournent vers leur dieu. Les archéologues ont trouvé de nombreuses victimes avec des talismans. La religion et la superstition sont au cœur de la vie de Pompéi, comme dans l'Empire romain. Les temples étaient partout, et des milliers d'artefacts religieux ont été trouvés dans la cendre. Au cœur de Pompéi, une réserve de haute sécurité conserve de nombreux trésors de la cité. Je suis terriblement privilégiée, car d'habitude, seul le Premier ministre et les sénateurs y ont accès. Mais on m'a donné l'autorisation d'aller voir.
J'ai eu le droit de poser mes mains sur de très rares antiquités, remarquablement conservées dans la cendre. Cette main concerne un culte mystérieux pratiqué à Pompéi. C'est un petit dieu appelé Sabazios. C'est la main de Sabazios, la divinité elle-même. On en sait très peu sur le culte de Sabazios, parce que tout le rituel était secret. Que c'est beau! Et voici une statue d'une des déesses romaines les plus populaires. C'est Vénus. C'est vraiment sublime. Très rare, parce qu'elle a encore ses yeux en verre qui scrutaient le monde. Fantastique, merci. Mais tout en priant leur dieu, les Pompéiens pratiquaient la magie noire. C'est formidable, mais c'est aussi très fragile. Je dois faire attention. Donc, ceci est une tablette de malédiction. Ça marche comme ça. Quand on déteste quelqu'un, quand on est très fâché, on grave une malédiction dans le plomb. Et la tablette est enterrée dans la tombe d'un inconnu. De cette façon, la malédiction atteindra le monde souterrain et pourra être effective. C'est difficile à lire, mais il semble que ce soit deux filles qui se disputent le même homme. Voici ce que ça dit. Philmaïtion, esclave d'Hostilius, je voue son visage aux dieux infernaux, ses cheveux, son esprit, son souffle, ses organes vitaux, que tu ne puisses pas la posséder. Qu'il soit haineux pour elle et elle pour lui, même s'il doit rester avec le testicule sec, qu'elle reste le vagin vide. C'est quelque chose. Même si tout ça nous semble primitif et loin de nous, il est fascinant de penser que ce genre de tradition est encore présente dans cette partie de l'Italie. John Sergeant en a entendu parler et a décidé de partir enquêter. Je suis à Naples, de l'autre côté du Vésuve par rapport à Pompéi. C'est ce qui a sauvé la ville de la destruction. Car les vents ont poussé les cendres et les pierres ponces loin de Naples, vers la pauvre Pompéi. Étonnamment, d'antiques superstitions romaines perdurent ici. Bien ancrée chez les Romains, la passion d'adorer des dieux anciens et nouveaux a survécu dans Naples. À tous les coins de rue, il y a des statues dédiées à la Madone à l'enfant et à toutes sortes de saints. C'est exactement ce que l'on trouvait au coin des rues de Pompéi. Dans la superbe cathédrale de Naples, on voit comment les symboles de la religion romaine ont été récupérés par l'Église catholique. Les statues de la Madone à l'enfant sont des réminiscences des anciennes déesses comme Vénus. Bethany nous a montré la main de Sabazios, avec l'index et le majeur tendus et les autres doigts repliés. Dans l'Église catholique, c'est un signe de bénédiction. Naples résonne aussi des échos d'étranges superstitions qui faisaient partie de la vie pompéienne, comme les sculptures phalliques découvertes dans l'antique cité. Ce n'était pas grossier. C'était une sorte de signe de chance pour se protéger des démons. Martin Ruard est un expert des talismans et des sorts qui font partie de la culture napolitaine.
Il y a des centaines de boutiques comme ça à Naples. Que vendent-elles? Tout ça, c'est des talismans? Oui, absolument. C'est la version moderne des talismans que l'on pouvait trouver à Pompéi il y a 2000 ans. Il y a des cornes, des amulettes. Le principe du talisman, c'est d'avoir quelque chose qui nous protège, où que l'on soit, n'importe quand. Car il peut arriver quelque chose n'importe quand. Tout peut nous blesser. La plupart des Napolitains craignent le mauvais œil. Qu'est-ce que c'est le mauvais œil? Dans la Pompéi antique, le mauvais œil serait les malédictions gravées sur tablette. De nos jours, les gens vont te regarder et te lancer une malédiction ou un sort. Les gens utilisent des talismans pour briser les sorts. À quel point les gens prennent-ils ça au sérieux dans le Naples d'aujourd'hui? Les Napolitains croient sérieusement à cela. 2000 ans après, les choses ne changent pas. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est? Ça, ce sont des cornes. C'est le plus simple, disons. Ouais. C'est juste une corne torsadée. On pense à la corne d'un animal, bien sûr. Les cornes ont toujours été des symboles forts. Les animaux cornus sont puissants. La corne est simplement un symbole phallique. C'est quelque chose qu'on trouvait à Pompéi. Et je suppose, ce n'est pas ma façon de parler habituelle, mais je suppose que quand on dit que quelqu'un a des cornes, ça n'a rien à voir, c'est pas vrai? Il y a peut-être un rapport. De quelle autre façon les gens se protègent contre le mauvais œil? Si on n'a pas de talisman, on peut se transformer en talisman en faisant ça. En faisant ça? Oui, double corne. Bien, et comment fait-on? On doit... Disons que vous me lancez un sort, je fais ça, et ça crée un bouclier autour de moi, d'accord? Bon, d'accord, il faisait ça à Pompéi, non? Absolument, ça vient de là. D'accord. Comment ça fait? Ça ne marche pas, là. Il est maintenant minuit à Pompéi. Les pierres ponces tombent depuis 12 heures. Il y en a sur plus de 2 mètres de haut. Cette pluie s'apaise enfin. Près des 2 tiers des habitants survivent. Mais ce n'est pas fini. C'est seulement le début d'une nouvelle phase de l'éruption. Raksha retourne voir le volcanologue Giuseppe pour en savoir plus. Nous sommes juste à la sortie de Pompéi. C'est la périphérie du site archéologique. On peut voir ici toutes les séquences de l'éruption. La première phase, ce sont les pierres ponces blanches, puis grises. La partie supérieure, c'est la deuxième phase, complètement différente. Le matériau est beaucoup plus fin. Il y a la trace du passage de nuages pyroclastiques. Des nuages de cendres et de gaz qui se déplacent très vite, à très haute température. Cette deuxième phase de l'éruption intervient quand la colonne de débris jaillissant du Vésuve ne supporte plus son propre poids et s'effondre. Un nuage de cendres et de gaz surchauffés dévale la pente du volcan comme une avalanche. Chacun de ces nuages fait de 10 à 100 mètres d'épaisseur. D'après nos analyses, la température de cette nuée est de l'ordre de 300 à 350 degrés. Et la vitesse atteint les 100 km/h. Incroyable! Cette nuée ardente brûle tout sur son passage, effaçant la petite ville d'Herculanum, plus proche du Vésuve que Pompéi. Deux autres nuées ardentes suivent aux premières heures du matin. Elles foncent sur Pompéi, mais n'atteignent pas la ville. Les premières, deuxième et troisième nuées sont arrêtées par les murs de Pompéi. Vous imaginez, vous trouvez ici et voir ces énormes avalanches de matière déferler sur vous, et ça s'arrête aux portes de la ville. C'est un véritable cauchemar. À 7 heures du matin, les effets des nuages pyroclastiques se font sentir dans la baie de Naples.
Le vent répand des cendres des gaz sulfurés sur des kilomètres, comme le découvre notre témoin, Pline l'Ancien. Pline a accosté à Stabiae, n'ayant pu le faire à Pompéi. Il est à 15 km du volcan en éruption. Vous le croyez à l'abri? Mais il est réveillé au matin du 25 octobre quand la maison dans laquelle il se tient est violemment secouée. On sait que ses compagnons et lui se mettent des oreillers sur la tête pour se protéger des chutes de pierres. Ils retournent sur le rivage pour voir où en sont les bateaux afin de s'échapper. On étend un drap par terre pour qu'ils puissent s'allonger. Il demande sans cesse à boire de l'eau froide. Pline le Jeune écrit « Alors les flammes et l'odeur du soufre, qui avertissaient de l'arrivée du feu, poussèrent les autres à partir et l'amenèrent à se lever. Il a pris appui sur 2 esclaves, mais s'est soudain effondré, et il est mort. » Vu ce qui se passait, il est formidable que nous ayons un témoin oculaire. C'est un récit extraordinaire, vivant et circonstancié. Ça se lit comme un thriller, puis on se dit « Non, ce n'est pas un thriller, ça a eu lieu. » C'est un tableau extraordinairement vivant des événements. Et la science montre combien le récit de Pline est exact. Les événements se sont organisés exactement comme il l'a dit. Nous avons de la chance d'avoir son récit pour rassembler tous nos indices. Et nous avons en plus d'incroyables résultats à découvrir encore. Les dernières recherches sur les squelettes expliquent pourquoi certains n'ont pas fui. C'est absolument extraordinaire, parce que la science appliquée aux os a permis de donner une explication complètement différente de celle qui précédait. Et l'éruption volcanique entre dans sa phase la plus mortelle. Alors que l'avalanche brûlante dévale vers eux, ils tombent et meurent ici, côte à côte. Notre compte à rebours atteint les dernières heures de Pompéi. Avant l'aube du 25 novembre 79 de notre ère, d'immenses vagues de cendres surchauffées ont dévalé du Vésuve. Aucune n'a atteint Pompéi, où l'on pense que 2000 personnes survivent encore. Pourquoi n'ont-elles pas fui comme la plupart des gens? J'ai visité tout à l'heure la maison de l'ébéniste où 2 squelettes ont été découverts. Les os sont maintenant analysés par la paléanthropologue Serena Viva. Elle cherche des indices qui nous raconteraient leur histoire et peut-être la relation entre les deux. Raksha l'a rejointe pour savoir ce qu'elle a pu apprendre. Bonjour Serena. Bonjour Raksha. Comment ça va? Bien, merci. Beaucoup de gens pensent que ces squelettes sont mari et femme. Tu as vu ça dans tes recherches? Les squelettes sont ceux d'un homme et d'une femme. L'homme a environ 37 ans et la femme a plus de 50 ans. Ah oui, c'est très différent de ce que les gens pensaient jusqu'ici. La différence d'âge rend assez peu plausible que le couple soit mari et femme. Les os révèlent des faits qui nous en disent plus sur ces 2 personnes. La première découverte est une anomalie que Serena a trouvée dans la colonne vertébrale de l'homme. C'est la 4e vertèbre lombaire du squelette de l'homme. Le scan montre d'importants défauts dans la base de la colonne. Waouh, on peut vraiment voir ça sur l'image, n'est-ce pas? On dirait presque que ça a été mangé. On dirait qu'on l'a mordu. C'est typique de l'érosion de la tuberculose. C'était courant dans la population de Pompéi? Oui, probablement. C'est une maladie endémique. Le fait que de nombreux os aient été érodés doit vouloir dire que la tuberculose était sévère, probablement dans son dernier stade. Il a dû beaucoup souffrir. L'érosion de cette partie de la vertèbre entraîne des douleurs du type sciatique ou lumbago.
Serena a aussi découvert que l'homme avait de gros problèmes aux jambes, du type genou varome. Ça devait restreindre sa mobilité. On a raconté beaucoup d'histoires sur ces deux personnes. Est-ce qu'elles étaient mariées, l'une avec l'autre? En réalité, nous avons un homme jeune avec d'importantes pathologies. Il a la tuberculose et un genou varome. Et il est avec une femme plus âgée. C'est vraiment fascinant. C'est possible que ce soit sa vieille mère et qu'il soit son fils? Oui, oui. C'est absolument extraordinaire. Parce que la science appliquée aux os a permis de donner une explication complètement différente de celle qui précédait. Nous ne saurons jamais de façon sûre si c'est une mère qui a choisi de rester avec son fils malade. Il semble que ces deux personnes soient mortes avec tous ceux qui sont restés dans la ville à l'aube. Ils ont survécu à la nuit parce que les murs de la ville les ont protégés des 3 premières nuées pyroclastiques. Mais c'est la dernière nuée ardente qui a mis fin à leur vie. La première vague pyroclastique à entrer dans la ville est la numéro 4, vers 7 heures. 7 heures du matin. Cette vague est partiellement arrêtée par les murs, mais la plus grande partie entre dans la cité. Oh mon Dieu! Et elle entre dans les rues et dans les maisons. C'est celle-là qui les tue instantanément? Oui, cette phase de l'éruption est la partie mortelle, qui va atteindre tous ceux qui ont survécu à la première phase de l'éruption. On a trouvé des centaines de personnes, parfois dormant, parfois assises ou autres, attendant la fin de la catastrophe, mais tuées par la nuée qui entre dans la ville de Pompéi. Tout montre que les gens n'ont pas été tués par suffocation, mais par la haute température en une fraction de seconde. Et ils ont été figés dans leur position, comme dans une explosion nucléaire, par la nuée pyroclastique. Oh, c'est fou! Donc ces pauvres gens qui sont restés jusque-là n'avaient aucune chance. Aucune chance pour personne dans cette phase de l'explosion. Vers 8 heures du matin, le 25 octobre 79, plus une personne ne survit à Pompéi. Jusqu'à 3000 personnes ont péri. Ces personnes sont dans les dernières à mourir. On les appelle les fugitifs. Ce sont 13 victimes, femmes, hommes et enfants, qui avaient trouvé refuge contre le mur de cette vigne. Ils ont survécu au séisme, aux pierres ponces et aux effondrements. Et ils ont atteint l'extrémité de la ville. Alors qu'ils courent dans la vigne, emmenant leurs enfants avec eux, la pluie de pierres ponces s'est calmée. Les parents ont peut-être une lueur d'espoir. Ils pourraient peut-être s'en sortir, mais ne savent pas où aller. Quand l'avalanche brûlante déferle sur eux, ils tombent et meurent côte à côte, victimes d'une des plus grandes tragédies de l'histoire humaine. D'autres nuées ardentes s'abattent sur la ville dans les heures qui suivent, l'enterrant sous 2 mètres de cendres de plus. Ce n'est que vers midi que l'éruption commence à faiblir. Tout le sommet du Vésuve s'est effondré. Le cratère est 200 mètres plus bas. Pompéi est enterré sous 5 mètres de débris volcaniques. Seuls les murs les plus hauts dépassent dans un désert noir qui s'étend sur des kilomètres. Les pilleurs ne mettent pas longtemps à revenir creuser pour trouver des trésors. Mais la cité va rester enfouie et sera oubliée au fil des ans. Ce n'est qu'en 1748 que Pompéi est redécouverte par des ouvriers qui posaient un tuyau dans ce qui était devenu un champ de blé, ensemencé dans ce sol volcanique riche et fertile.
La façon dont cette belle ville a été tragiquement détruite nous offre un héritage stupéfiant. Un regard unique sur la vie quotidienne d'il y a presque 2000 ans. Pompéi continue de dévoiler ses merveilles. C'est la fin de notre aventure à Pompéi. Ce fut un extraordinaire privilège. C'est formidable d'avoir ces accès uniques. Bien sûr, le meilleur dans Pompéi, c'est qu'il y a encore tant à découvrir. C'est une telle chance d'être ici. Merci à tous ceux qui nous ont aidés et merci de nous avoir suivis. C'est terminé. Au revoir. Au revoir.